Plus de 800 propriétés viticoles marquent le paysage. Des châteaux qui ont toujours inscrit leur identité dans la pierre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Depuis quelques années, les plus grands architectes se retrouvent dans le Bordelais et signent des réalisations spectaculaires, comme ici, à Château-la-Dominique et Château-Cheval-Blanc. Ici, on a vraiment une surenchère architecturale. On a l'impression d'un combat entre deux domaines pour savoir lequel sera le plus marquant, le plus impressionnant. Mais l'enveloppe architecturale a souvent été le symbole du cru. Et là, finalement, ces nouveaux bâtiments contemporains, eux aussi, viennent affirmer l'exception et la distinction entre deux crus de renommée mondiale. À Cheval-Blanc, on a vraiment l'impression d'un ovni, d'une soucoupe volante qui serait venue se poser dans les vignes, à côté du château historique. On a à la fois la surprise et en même temps ce chai qui vient se fondre dans le paysage environnant. Installé dans un domaine constitué au XIXe siècle, le nouveau chai de Cheval-Blanc a été achevé en 2011. Ici, l'architecte Christian de Porzampar a imaginé un jardin en terrasse. Ce jardin en terrasse, implanté sur le bâtiment de vinification, c'est assez étonnant. Et en même temps, ça vient finalement faire évoluer une tradition du château viticole, puisque traditionnellement, ce château viticole était accompagné de bâtiments de vinification, de bâtiments agricoles aussi d'ailleurs, mais aussi d'espaces d'agrément, de jardins, de parcs arborés. Et là, l'architecte a choisi de conserver cette tradition du parc, de l'agrément, mais il l'installe sur le bâtiment de vinification. C'est en ça que c'est novateur et en même temps un clin d'œil à l'histoire des châteaux viticoles et des châteaux à la française. À quelques pas de Cheval-Blanc, la Dominique présente un chai aux formes radicalement différentes. Il a été réalisé dans le prolongement des anciens bâtiments viticoles par l'architecte Jean Nouvel. Ici à la Dominique, ce qui frappe tout de suite, c'est la couleur rouge de ce chai qui marque le paysage, les reflets du soleil qui ondulent sur cette surface, qui n'est pas gratuite, puisque bien sûr ça se réfère aux couleurs du vin, aux différentes nuances du vin dans une bouteille. On l'a ici en fait à l'extérieur et ça dialogue avec le paysage environnant. À l'intérieur de cet écrin, un équipement de haute technologie s'apprête à recevoir le prochain millésime. Nous sommes en pleine vendange, la période où les chais connaissent leur plus forte activité. Après avoir été vendangés, les baies de raisin sont triées pour ne sélectionner que les meilleurs grains. Ces grains sont ensuite acheminés dans les cuves en inox du domaine. Un traitement par gravité qui reprend les savoir-faire traditionnels du Bordelais. Les domaines viticoles, ils ont une histoire en perpétuelle évolution. Donc c'est finalement aussi logique de leur donner une nouvelle étape dans leur histoire. On ne fait pas table rase. On veut s'inscrire dans une continuité, mais également faire du neuf, faire du technologique et faire un grand vin. Claire Stemmer nous emmène sur la terrasse installée au-dessus du bâtiment de travail. De cette terrasse, on peut dominer en fait tout le paysage et on veut revenir au pied de vigne, au raisin, à la grappe de raisin. D'ailleurs,
Des raisins, on en a là, hein. On a ces cailloux de verre qui rappellent le raisin qu'on charge dans les cuves. On veut se reconnecter au terroir, puisque c'est ça qui fait la spécificité de chaque domaine. Et ce renouveau architectural, c'est dans le Médoc qu'il a débuté. Le château d'Arsac a été réhabilité à la fin des années 80. Le chai a été rehaussé du bleu caractéristique de l'artiste Yves Klein. La propriété abrite également les créations de grands artistes contemporains. Dans ce jardin des sculptures se côtoient les œuvres de César, de Folon ou de Niki de Saint-Phal. À la même époque, le château Laffitte-Rothschild fait appel à l'architecte Ricardo Bofill pour concevoir un chai révolutionnaire. Il a été inauguré en 1988 et sa première caractéristique est d'être dissimulé sous la propriété. De l'extérieur, le chai vient s'insérer en fait sous une croupe de vigne, donc on le remarque assez peu. En revanche, à l'intérieur, on a cet espace grandiose avec ce plan circulaire qui n'a rien à voir avec les chais habituels. Il y a une volonté de mise en scène puisqu'on se situe ici sur une passerelle en hauteur, ce qui nous permet de dominer ces barriques. On est comme dans un temple du vin pour évidemment associer l'image d'une architecture contemporaine, d'une architecture élégante à un grand cru classé du Médoc. C'est dans ce chai qu'est élevé le vin du domaine. Plus qu'un bâtiment agricole, c'est une vitrine prestigieuse pour la notoriété du château. De plus en plus, c'est le chai qui vient un petit peu concurrencer l'image traditionnelle du château. Évidemment, il y a aussi une volonté de communication, peut-être de donner une nouvelle image à un domaine viticole qui a une histoire de plusieurs siècles déjà. Nous quittons les paysages viticoles pour nous diriger vers la façade atlantique. Bravo, attention aux chasseurs, midi, droite-gauche, 3 nautiques. Frédéric Gilbert travaille pour le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Depuis une vingtaine d'années, il développe la randonnée en pleine nature. La Gironde fait partie d'un grand territoire qui s'appelle l'Aquitaine, Aquatania, pays de l'eau. Donc effectivement, c'est un territoire gorgé d'eau. C'est un peu mon terrain d'exploration, mon terrain de découverte. Aujourd'hui, Frédéric est en repérage, en vue d'une prochaine expédition en kayak. Son vol débute au-dessus de la forêt des Landes girondines, le plus grand ensemble paysager du département. Sous ces arbres circulent de nombreux cours d'eau. On survole là actuellement le grand plateau aquitain. À une époque assez lointaine, finalement, on avait l'océan qui recouvrait cette zone. Puis il y a 120 millions d'années, l'océan est parti. Et aujourd'hui, on a un grand plateau recouvert de sable. La végétation, finalement, a pris le dessus. Et là, on voit la laïre qui sort des derniers feuillus. Voilà, on a bien les feuillus devant nous, là. Voilà, ces feuillus sont d'une couleur verte bien différente des pins. La Laïre, c'est cette rivière qui parcourt près de 90 km avant de rejoindre le bassin d'Arcachon. Au contact de l'Alios, une roche typique des Landes de Gascogne, l'eau se charge de fer. C'est ce qui lui donne cette couleur de rouille. La Laïre, elle a serpenté et creusé son lit dans le plateau sableux.
Donc c'est une rivière qui a tendance à faire des virages, à beaucoup se mouvoir et chercher en permanence la meilleure trajectoire. Et elle a par contre une singularité, c'est qu'elle a une pente douce. Elle descend d'1 mètre pour 1 kilomètre. Et arrivé ici, au delta, la forêt s'estompe et tout à coup, on observe vraiment la rivière qui est en train d'apparaître au grand jour. La rivière a tendance à chercher un passage à travers les feuillus, les roseaux, les plaines alluviales pour arriver dans le bassin d'Arcachon. La Leyre apporte environ 80% de l'eau douce du bassin d'Arcachon. Le delta marque la rencontre avec les eaux salées de l'Atlantique. Véritable mer intérieure, le bassin d'Arcachon est l'un des sites les plus emblématiques de la Gironde. Il est bordé par 80 km de côte. Au centre, l'île aux oiseaux. Autrefois, dans les cartes marines des années 1750-1800, le bassin d'Arcachon s'appelait le Havre du bassin d'Arcachon. Et pour un marin, un havre, c'est un lieu de reposoir, c'est un abri. C'est un lieu exceptionnel dans le sens où c'est un des rares grands plans d'eau qui a une connexion avec l'océan. Donc le terme plus exact serait une lagune ou une baie. À chaque marée, ce sont environ 370 millions de mètres cubes d'eau qui franchissent l'embouchure du bassin. Autrefois, le bassin d'Arcachon était en fait un exutoire extrêmement droit vers l'océan. Et aujourd'hui, a tendance effectivement à se refermer. Avec l'action des vents, l'action des tempêtes, le sable se déplace régulièrement. Il y a une inquiétude de voir un jour le bassin potentiellement se refermer. Sous l'effet du vent et de la houle, 600 000 mètres cubes de sable sont déplacés chaque année le long des dunes de la façade atlantique. Ici, en Gironde, on a depuis l'exutoire du bassin d'Arcachon jusqu'à l'estuaire, on a effectivement un cordon dunaire, donc une dune blanche qu'on appelle, qui mesure entre 1, 2, 3 km par endroit, qui est cette dune ultime qui protège tout l'intérieur de l'Aquitaine, mais aussi de la Gironde, bien évidemment. Derrière cette côte d'argent s'étire le Médoc. Son nom vient de l'expression latine « in medio aquae », signifiant « au milieu des eaux ». Ce qui est très singulier dans notre région, c'est qu'on a ce qu'on appelle les eaux affleurantes. C'est-à-dire qu'en fait, on est un pays d'eau où la nappe phréatique est très peu profonde. Et là, on est vraiment sur une zone, c'est la zone de l'étang de Cousseau. Ce sont en fait des nappes affleurantes et qui ont cette singularité de garder l'eau douce juste à la surface de la terre. Donc du coup, on est dans une zone de haut fond et là, on croirait l'Afrique. Quand on voit ça, il manque juste des girafes qui courent un peu et on a une ambiance vraiment exotique. Le vol se poursuit au-dessus des lacs médocains, qui comptent parmi les plus étendus de France. Le lac de Lacanau a une superficie de 20 km². Depuis sa partie supérieure, il est relié par un long canal au lac d'Ourtin-Carcan. C'est un des plus grands lacs d'eau douce comme ça, intérieur en France. C'est quand même une grande surface, il y a 18 à 20 km de longueur, sur 4 à 5 km de large. C'est assez magnifique, on a des transparences, des roseaux qui sont juste à hauteur d'eau.
En fait, toute l'eau qui tombe par la pluie dans le Médoc vient par multiples petits chenaux, multiples petits ruisseaux qui ne trouvent pas de sortie vers l'océan et donc forment ce grand lac. Ça, c'est beau, hein. Waouh. Faire un chemin d'eau aussi long sans discontinuité entre la Leyre, le bassin, les canaux, les grands lacs, c'est une chance. On a hérité de quelque chose et on a pris conscience qu'en Aquitaine, on avait une grande richesse à conserver, à partager. Le lendemain, Frédéric se lance dans son aventure. Il va parcourir l'ensemble du chemin d'eau qui le conduira jusqu'au bassin d'Arcachon. Son expédition débute sur la rive est du lac d'Ourtin-Carcan. C'est peu profond. On a l'impression de survoler juste au-dessus du sable. Il y a une lame d'eau de 80 cm ici. De l'autre côté, on a entre 10 et 12 mètres d'eau. Et surtout, c'est une immensité parce que on se sent un peu seul. Mais on en profite pleinement. Frédéric va naviguer pendant 3 jours à la découverte des paysages de la région et de ceux qui les préservent. C'est un kayakiste chevronné qui passe une grande partie de l'année sur l'eau. Même chargé, le bateau glisse. Là, on est au rythme du randonneur. La grande différence, c'est qu'il n'y a aucun balisage, aucun cairn, ni une marque rouge et blanche. Tout est sur la carte ou sur les repères visuels et on s'adapte après en fonction du vent. C'est quelque chose qu'on fait au long cours. Voilà, une forme d'errance dans des milieux assez grandioses au sens grands espaces. Pas au Canada, mais en Gironde, près de chez moi. Sur la rive ouest du lac, Frédéric arrive à proximité de la réserve naturelle des dunes et marais d'Ourtin. Elle abrite une grande variété de végétaux. Ces roselières ont été restaurées et servent de refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons. La partie de ce lac-là est préservée de toute navigation. Donc on se tient à distance. Du coup, on longe cette réserve pour après vraiment approcher davantage les grandes dunes. Les dunes qui bordent le lac se sont formées entre le 6e et le 11e siècle par l'accumulation des sables poussés par les vents. C'est ainsi qu'est né le lac d'Ourtin, qui était à l'origine ouvert sur l'océan. C'est l'affleurement de la dune, en fait. Pas oublier que même si on est en eau douce ici, l'océan est à moins de 4 km. Et ces grandes dunes, malheureusement, avec le temps, l'érosion, le vent dominant pendant des années, en fait, avaient tendance à se déplacer d'ouest en est, menaçant même certains petits villages, petits hameaux qui étaient au plus près. Et au XVIIIe siècle, XIXe siècle, des ingénieurs des ponts et chaussées ont cherché des systèmes pour fixer la dune. Donc plutôt par un moyen naturel, qui était la plantation systématique des pins. Ils avaient un double intérêt, c'est à la fois la fixation et apporter de l'or jaune qu'on disait à l'époque, cette résine qui a été exploitée pendant des années. Frédéric arrive dans la partie inférieure du lac. Il s'est éloigné des dunes et il doit maintenant redoubler d'attention. Là, on est donc sous les vents dominants. Et donc, on a un vent qui agresse la côte à l'est du lac, qui a tendance à s'immerger. Donc, on a des conditions de mer, vu ce grand plan d'eau.
D'où le kayak de mer. C'est un bon moyen de garder la trajectoire. Bon, je prends mon cap. Il lui faudra encore une bonne heure d'effort avant de rejoindre le sud du lac, situé sur la commune de Carcan-Maubuisson. À l'issue de sa traversée, Frédéric s'engage sur le canal des Étangs. Merci, bonne journée. Ce canal, long de 25 km, relie les grands lacs médocains au bassin d'Arcachon. Il a été réalisé au XIXe siècle pour faciliter l'évacuation des eaux. La première partie du canal est barrée par une écluse qui permet de réguler le niveau d'eau du lac d'Ourtin-Carcan. Robert Laubian s'en occupe quotidiennement. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas moyen de passer? Là, vous allez avoir un petit problème. Ah, d'accord. Passer sur le côté. Ok, d'accord. Merci. L'écluse du Montaut dispose d'un sas à bateau, mais Frédéric, lui, va devoir passer par la berge. Pendant ce temps, Robert Laubian actionne l'ouvrage pour faire circuler l'eau et nettoyer le canal. Une opération qu'il réalise chaque semaine. Tout est manuel, pour l'instant. Mais bientôt, ça va venir électrique. J'espère. Mais alors, c'est très lent, quoi. C'est normal, parce qu'elles sont très grandes quand même. Ce sont des pelles qui font 2,33 m de large sur 1,70 m de l'eau. Ces jours en grand, il y a un débit entre 6 et 7 m3 par seconde, ce qui est quand même très important. Vous voyez, ça y est, on commence à entendre le bruit de l'eau. Là, on va pouvoir aller plus vite là-bas. Moi, ça va m'aider pour pagayer là. Ah là, c'est bien là. Non seulement on a un peu de vent, mais en plus, on va avoir un peu d'eau qui descend jusqu'au grand lac de la Cano. Là, on n'est pas loin d'arriver. Au bout de 8 km, le canal débouche dans le lac de la Cano. Ici, là, c'est creusé pour les bateaux. Sinon, on aurait un banc de sable. L'idée, c'est de maintenir cette petite digue. Ça permet vraiment l'écoulement. Et pour éviter, en fait, avec le vent, toujours pareil, le vent d'ouest et nord-ouest, que ça bouche le canal. Il s'agit de choisir la bonne direction maintenant. Au nord du lac de la Cano, cap vers la marina de Talaris. Cet espace de 130 hectares abrite de petits hameaux dissimulés au cœur de la forêt. Des ensembles de maisons contemporaines séparées par des coupures végétales. Un espace aménagé dans les années 70 dans une démarche écologique. Frédéric va le découvrir pour la première fois. Ça, ce qu'on appelle avoir une maison les pieds dans l'eau. Waouh. Original. Quand on longe le trait de côte, les rivages, ça permet d'aborder par un autre côté des endroits qui semblent inaccessibles. Étonnant, surprenant. Un petit coin de paradis, c'est sûr. Le hameau des Boucanes est l'un des plus singuliers de la marina. Il abrite des maisons originales, imaginées par un architecte bordelais. Elles sont couvertes par d'immenses toits en pyramide, touchant presque le sol. Ici, vous êtes dans un ensemble de 6 maisons qui s'appellent les pignes, parce qu'elles sont en forme de pyramide ou de pigne de pin. C'est très agréable parce que la marina doit avoir à peu près aujourd'hui 453 maisons et on a l'impression d'être
absolument seul, au bout du monde, dans la nature. À l'intérieur, c'est remarquable, parce qu'on a une vue extraordinaire, comme si on était à bord d'un bateau. Si les formes, les couleurs, les techniques de construction diffèrent d'un hameau à l'autre, une chose ne change pas, le matériau. La plupart des maisons de la marina sont réalisées en bois. Patrick Picard est propriétaire d'une maison dans le hameau de la Pêcherie. Depuis l'enfance, il se passionne pour l'histoire de la marina. C'est l'histoire d'un rêve d'un promoteur immobilier. À la fin des années 1960, Francis Bomsel, il est arrivé. Il faut imaginer, il n'y avait rien, il n'y avait pas les lagunes. Il y avait juste ce qu'on appelle une crasse, une petite rivière qui traversait une lande humide et quelques pins. Et donc, à partir de rien, il a créé Marina de Talaris, avec ses maisons en bois, de styles différents, avec cette architecture typique. Et ce modèle-là, c'est un modèle dune. C'est la cabane traditionnelle du pêcheur arcachonnais. Le confort est très primaire, mais enfin, on l'échangerait pour rien au monde. Les chenaux de la marina conduisent Frédéric devant l'une des maisons les plus originales du site. Inspirée des fermes traditionnelles de Finlande, elle se distingue par sa couleur atypique. Cette maison est rose parce qu'elle s'inspire de la bruyère en fleurs. Son architecte l'a construite pour s'intégrer dans la nature. Il a voulu une toiture faite avec des brandes, c'est de la bruyère non fleurie. Et nous, ça nous a séduit parce qu'elle était tranquille, bien intégrée dans ce site. L'expédition reprend en direction du sud du lac de Lacano. Ici, le paysage est marqué par ces îlots reliés entre eux par un banc de sable immergé. Et là, c'est magnifique, là. En fin de journée, comme ça. Elles sont un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux qui viennent s'y reposer. Face à elles se trouve la pointe du Bernos. C'est ici que Frédéric va faire étape. Il rejoint Alexandre Bert, un habitué des nuits à la Belle Étoile. Bonjour. Bonjour. Bonne route. Grande route. Alexandre est un pêcheur de carpe. Vas-y, tu peux tirer. Il dispose d'une autorisation spéciale qui lui permet d'établir un campement au bord de l'eau. Ok, on pose. Hop. Sur le lac de Lacano, le bivouac est interdit en berge. Le camping nautique est prohibé, donc effectivement, la rencontre avec Alexandre, ça permet, à l'occasion d'une pêche de carpe de nuit, de partager en fait sa passion. Et donc du coup de se rencontrer autour de deux passions communes. Parce que lui comme moi, bivouaquer, ça fait partie de la communion avec la nature. De temps en temps, finalement, de s'évader près de chez soi, on devrait tous un petit peu redécouvrir notre région, sous cette forme-là. Alexandre a posé ses cannes sur l'un des 9 postes de pêche autorisés autour du lac. Cette alarme le préviendra pendant la nuit si une carpe mord à l'hameçon. Pendant ce temps, Frédéric installe son campement. Il a redressé le kayak pour s'abriter du vent. Donc après, en fait, ça vient par-dessus. Au-dessus, il dresse un tarpe, cette toile qui le protégera de la pluie. Ça, c'est pas facile. De son côté, Alexandre pratique l'amorçage, une opération qui lui permet d'attirer les carpes. Il propulse les appâts à plus de 20 mètres de distance. Et ça. Je parle. Mon pistou. J'ai oublié de mettre de l'eau, tu vois. Hop. Voilà, sauver les eaux.
un des bons moments de la journée, manger chaud. Demain, Frédéric reprendra sa route aux premières heures du jour. Il va devoir récupérer, tandis qu'Alexandre, au contraire, va veiller une grande partie de la nuit. Il peut arriver effectivement de ne pas dormir pendant plusieurs heures, voire toute une nuit. Ouais. Et du coup, dormir le jour. Ouais, ça arrive, de temps en temps. D'accord. La carpe est essentiellement nocturne, hein, au final. Donc il faut, quand on cherche à l'attraper, il faut s'adapter à sa proie. Hein. Donc on s'adapte au poisson. D'accord. Cette pêche à la carpe qui permet d'être dans la nature, de passer un moment privilégié avec tout ce qui nous entoure et de temps en temps d'avoir le plaisir de faire un joli poisson et de se prendre en photo avec lui. Ouais, voilà, c'est une grande passion. Ouais. Coucher de soleil, lever de soleil le matin, des rencontres, voilà. Et puis tout simplement le calme. Le lendemain matin, Frédéric va découvrir les prises réalisées au cours de la nuit. Tiens, Fred, j'ai un poisson là. Donc c'est l'un des 2 poissons que j'ai capturé cette nuit, c'est le plus gros des 2. Hein, c'est une carpe miroir. Voilà, donc une douzaine de minutes de combat, hein, véritablement, pour sortir ce joli bijou de son élément naturel, avant de l'y remettre évidemment. Et c'est dans le making-of. C'est pour les copains, la photo? C'est pour se souvenir du poisson, puisqu'il n'y a pas 2 carpes identiques. Ouais. Donc avec les caillages et les cicatrices qu'elles ont, on peut les reconnaître d'une prise à l'autre. Voilà. Et donc tu vois un peu ce qui se balade sous ton canoë, hein, lors de ton voyage. Il y a tout ça dans le lac. Ok. On va se dépêcher de la remettre pour pas qu'elle se fatigue trop. Voilà, c'est le dernier moment que l'on va passer avec le poisson. Et je le laisse pas repartir comme ça. Hein. C'est elle qui décide quand est-ce qu'elle part. Je la laisse reprendre ses forces et son oxygène. Hein. Et puis quand elle en a envie, elle nous quitte. Salut. À bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Frédéric reprend son périple le long des lacs médocains. Au sud du lac de Lacanau, il rejoint la seconde partie du canal des étangs qui va le conduire jusqu'au bassin d'Arcachon. À l'origine, c'est un ruisseau qui a été creusé et élargi. Il est inauguré en 1864 afin d'assécher les marécages qui recouvraient autrefois cette partie du Médoc. C'est le délice, là. Ça glisse. Il y a le soleil qui commence à chauffer. On descend vers le sud, c'est peut-être bon signe. Hein. Ouais, là, c'est bien. La nature a repris ses droits sur ce canal. Donc, plus on avance, plus on commence à voir les oiseaux qui passent des étangs qui sont pas loin, là. On est à l'abri du tumulte de l'océan. Et puis, on est sur les traces aussi des anciens, parce qu'en fait, dans les années 30, ici... avec des petites périssoires et des barques, il y avait les jolies dames avec des beaux chapeaux qui faisaient déjà ça. Les canots, les lacs landais. Donc voilà, un peu sur les traces des anciens. C'est aussi sympa. Voilà, on n'est pas tout seul. Dans ces derniers kilomètres, le canal redevient naturel et s'ouvre sur une anse située au nord du bassin d'Arcachon. Un espace de 330 hectares qui se découvre complètement à marée basse, laissant apparaître une végétation spécifique. Cet environnement exceptionnel est protégé par la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret. L'eau peut arriver jusque-là, donc en effet, l'eau va arriver sur tous les endroits, les secteurs un peu sableux. Et par exemple en hiver, comme ça a été le cas cet hiver quand on a eu des inondations assez importantes, l'eau est encore montée plus haut que d'habitude. Donc les conditions de vie pour les plantes, notamment, sont assez difficiles parce qu'elles sont parfois sous l'eau salée,
C'est pour ça qu'on voit quelques pins ici qui tentent de coloniser le présalé. Ils sont morts parce que justement les racines ont pris le sel. Ça se donne un aspect un peu désertique, un peu un paysage africain qui est assez caractéristique du très haut présalé. Un peu plus loin, la végétation des prairies humides s'est adaptée aux conditions extrêmes du site. Oui, les deux sont valables. J'aime bien cette question un peu. Ce qu'il faut imaginer ici, c'est que les plantes, à marée haute, elles vont être complètement sous l'eau. Donc toutes ces plantes-là ont des adaptations au sel. Du coup, je voudrais te montrer une plante, il faudra en trouver une qui est bien en fleurs. Ah bah tiens, regarde, elle est ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'astère maritime. La particularité de cette espèce-là, c'est qu'elle va orienter tout le sel qu'elle capte dans certains de ses organes. Ici, les feuilles. Donc c'est assez visuel. Il y a des feuilles qui vont dépérir, qui vont devenir jaunes, parce que la plante oriente tout le sel qu'elle capte dans ces organes-là, qui sont souvent des organes vieux et qui vont dépérir. C'est son système de défense. Située sur un couloir de migration, la réserve est une escale privilégiée pour des milliers d'oiseaux. C'est aujourd'hui la plus grande zone de présalé d'Aquitaine. Nous retrouverons bientôt Frédéric pour la dernière étape de son aventure, le long du Cap Ferret jusqu'à l'embouchure du bassin. Avant cela, nous partons sur l'autre rive. Abritée par la dune du Pilat, voici la forêt de la Teste de Bûche. On y revisite aujourd'hui un savoir-faire traditionnel. C'est une pigne à feu. Voilà, une pigne qui a été mangée par un écureuil et qu'on a glacée dans de la résine qui était portée à ébullition, résine qu'on a récoltée ici sur les pins. Et donc en fait, c'est un allume-feu qui est complètement naturel. Âgé de 31 ans, Mathieu Cabossel se passionne pour le patrimoine du bassin d'Arcachon. Il propose la pigne à feu à des revendeurs locaux et des particuliers de la région. La pigne à feu, c'est une façon de parler du gémage et c'est destiné à tous ceux qui sont sensibles au patrimoine, à l'histoire du territoire et à nos traditions, puisque le gémage, c'est vraiment une activité qui a rythmé la vie économique locale pendant plus de 2000 ans et qui fait vraiment partie de l'identité des Landes de Gascogne et du bassin d'Arcachon en particulier. Mathieu possède une parcelle de terrain au cœur de la forêt usagère de la Teste de Bûche. Usagère parce qu'elle a été laissée à l'usage des habitants. C'est là qu'il pratique le gémage, une opération qui consiste à entailler l'écorce du pin maritime. En réaction à cette blessure, l'arbre sécrète la gemme, une résine qui lui permet de cicatriser. Autrefois, la résine était distillée. On obtenait d'un côté l'essence de térébenthine et de l'autre la colophane. Et ces deux produits-là étaient utilisés dans l'industrie chimique et pharmaceutique pour faire tout ce qui est sol plastique, encre, colle, huile, graisse, vernis, peinture, qui sont aujourd'hui remplacés par des dérivés du pétrole. Aujourd'hui, en fait, se pose la question dans un autre sens, c'est qu'on souhaite remplacer les produits de l'industrie du pétrole par des produits naturels, renouvelables. Donc la résine pourrait bien à nouveau servir dans l'industrie pharmaceutique et chimique. L'extraction de la résine a fait vivre des milliers de familles en Aquitaine jusqu'au milieu du XXe siècle. Mathieu a appris ces gestes traditionnels auprès d'anciens gémeurs. C'est quelque chose d'immatériel. C'est pas comme une œuvre d'art qu'on peut conserver si on met en place des mesures de protection et de conservation. Là, ça passe par le geste, ça passe par un savoir-faire, ça passe par un apprentissage. Forcément, si jamais on n'apprend pas à des générations futures, eh ben, le geste va se perdre. Moi, ça me tient à cœur. C'est vraiment une passion, c'est un plaisir. Et c'est loin d'être la seule passion de Mathieu. Nous retournons dans le bassin d'Arcachon. Passé la forêt usagère, se dessine la dune du Pilat. Avec 110 mètres de haut et près de 3 km de long selon les années, c'est la plus grande dune d'Europe. Elle marque l'entrée du bassin. Nous allons y retrouver Mathieu Cabossel qui fait route vers l'île aux oiseaux.
L'île aux oiseaux, c'est ma seconde passion. C'est aussi une pépite, un peu comme la forêt usagère finalement. C'est là que se passe l'histoire, c'est là qu'elle s'écrit encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important de pouvoir m'y investir. On ne peut accéder à l'île aux oiseaux qu'à marée haute, à un moment où le site semble totalement submergé. L'île aux oiseaux culmine à 5 ou 6 mètres d'altitude, ce qui fait que, effectivement, quand la marée est haute et que les coefficients sont importants, on a vraiment l'impression qu'elle disparaît sous la surface de l'eau. On ne voit simplement à marée haute que les cabanes qui émergent et puis les tonnes de chasse. Ce sont des abris à l'intérieur desquels les chasseurs se mettent pour chasser le gibier d'eau, le canard essentiellement. Nombre de ces abris sont totalement immergés à marée haute. Il faut donc avoir une parfaite connaissance du site pour y accéder. Là, on arrive au village du Saous, qui est l'un des 5 villages de l'île aux oiseaux. C'est assez magique, hein, c'est sûr. On est vraiment dans un lieu qui est un peu hors du temps et qui est vraiment très symbolique, très représentatif de ce qu'est l'authenticité du bassin d'Arcachon. Au milieu du bassin, l'île aux oiseaux forme un îlot de 5 km de circonférence à marée haute, contre 16 km à marée basse. Les villages atypiques qui parsèment l'île sont constitués d'anciennes cabanes de pêcheurs et d'ostréiculteurs. Celle de Mathieu est située dans ce village, appelé l'Îlotte. Le jeune homme doit aujourd'hui y réaliser quelques travaux et cela exige un minimum d'organisation. C'est une vraie logistique, on est obligé de composer avec les marées. Donc on est arrivé au plein mer, on s'est posé et maintenant on a attendu que la marée se retire pour pouvoir venir amener les tuiles jusqu'à terre. Il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose à la cabane, mais forcément il faut l'amener par bateau, donc en fonction des horaires de marée. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est vraiment un endroit magnifique, donc on ne le regrette pas. Comme la plupart des cabanes de l'île, celle-ci est gérée par la mairie de la Teste de Buch. Mathieu n'en est pas propriétaire. En 2010, il a reçu une autorisation d'occupation temporaire du site et depuis, il s'investit pour sa restauration. Dans cet environnement soumis aux caprices du climat océanique, le travail ne manque pas. Les amis de Mathieu l'accompagnent dans ses travaux depuis le début. Dans quelques années, le jeune homme devra peut-être quitter la cabane et laisser la place à un nouvel occupant. Rien qui puisse entamer sa motivation. Aujourd'hui, j'engage ces travaux parce que je suis titulaire de cette cabane et ça me paraît important de la mettre en valeur. Et quelque part, c'est aussi la confiance qu'on m'accorde. C'est aussi un devoir de faire en sorte qu'elle soit dans un bon état. C'est finalement être un acteur de la mise en valeur et de la préservation du patrimoine et pas simplement un spectateur. C'est pouvoir valoriser un site et puis valoriser une cabane qui est vraiment une pépite. L'intérieur de la cabane a également été restauré. Nouvelle charpente, nouveaux espaces de vie pour un confort tout relatif. C'est un petit peu compliqué de vivre dans une cabane sur l'île, ça demande de l'organisation. On n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, donc il faut amener l'eau potable, il faut amener la nourriture, il faut amener le bois pour le feu, et tout ça, ça s'anticipe. Mais en même temps, c'est un dépaysement total, donc c'est un vrai plaisir en même temps. Non loin d'ici, se trouve l'un des grands emblèmes du bassin d'Arcachon, les cabanes Tchanké. Mathieu nous y conduit en empruntant les sentiers caractéristiques de l'île. Ce sont des sentiers assez étonnants. En fait, ce sont des coquilles d'huîtres contenues dans des poches qu'ont installées les chasseurs sur l'île pour pouvoir se déplacer au sec quand la marée monte un petit peu et que le sol devient boueux. Les cabanes Tchanké tirent leur nom du mot gascon tchank,
qui signifie échasse. À l'origine, elle servait de poste d'observation pour permettre aux ostréiculteurs de surveiller les parcs à huîtres qui bordent l'île. Aujourd'hui encore, c'est un site privilégié pour admirer l'île aux oiseaux. C'est un milieu isolé, de par son insularité, mais derrière, on retrouve la civilisation qui borne le paysage au loin. On voit la presqu'île du Cap Ferret qui est séparée par un chenal. On a bien l'eau qui passe entre l'île aux oiseaux et la presqu'île. Ce qui fait de cette île finalement un milieu très terrestre et pas du tout une île océane. On capte la 3G, on est complètement connecté au monde moderne. Ça, c'est assez saisissant. En face de l'île aux oiseaux, la presqu'île du Cap Ferret abrite d'autres villages caractéristiques de la région, à l'image du village de l'Herbe. Il a été édifié par des ostréiculteurs qui souhaitaient se rapprocher des parcs à huîtres installés le long de la presqu'île. Ces villages témoignent du développement spectaculaire de l'ostréiculture à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque Napoléon III installe ici les premiers parcs impériaux. Aujourd'hui, on compte 315 exploitations ostréicoles sur l'ensemble du bassin, dont une grande partie est installée le long du Cap Ferret. C'est là que nous retrouvons Frédéric Gilbert, notre kayakiste. Grâce à la marée basse, en fait, apparaissent les bancs d'huîtres, c'est-à-dire l'endroit où sont posés ces fameux sacs qui contiennent les huîtres en train de croître. Et donc, elles sont retournées régulièrement par les ostréiculteurs pour éviter que les algues envahissent les casiers. Derrière ces pignottes, il y a chacun à son parc. Dans ces sacs, les huîtres sont élevées pendant 3 ans. Cette activité est l'une des principales ressources du bassin d'Arcachon. Elle emploie près de 700 personnes. Voilà, on voit tous les hommes les dos un peu baissés pour nettoyer les parcs, prendre les... Bonjour. Là, c'est des beaux paysages, mais en fait, c'est des paysages de travail. À l'arrière de ces paysages se dresse un autre emblème de la région. Le phare du Cap Ferret, l'entrée du bassin d'Arcachon, mérite un phare de cette ampleur, de couleur rouge pour indiquer un danger, puisque les bancs de sable, avec les passes notamment, visible à 22 000 au large, il y met un signal rouge répétitif qui est très repéré et très connu. Il est très important pour la région. Là, on approche bientôt de l'Atlantique et on va rentrer dans une zone maritime où la prudence va s'imposer avec les courants et les vents. D'une largeur de 3 km, le couloir d'entrée du bassin est réputé pour sa dangerosité. Frédéric doit le traverser pour rejoindre sa destination finale, mais avec la marée montante, l'exercice s'avère extrêmement physique. On aperçoit tout au fond les vagues blanches qui déferlent. Ces vagues blanches signalent la présence des bancs de sable qui marquent l'entrée du bassin. Des bancs qui ne cessent de changer de forme sous l'action des vents et des courants. Ça peut être dangereux. La crainte première, c'est de s'échouer sur un banc de sable. Peu visible à l'œil nu, parce que les bancs de sable, c'est assez mesquin. Ça peut être une lame d'eau qui fait 30 cm. Et il faut avoir le regard aiguisé pour repérer en fait les changements de couleur à la surface de l'eau. Frédéric atteint les passes du bassin d'Arcachon, ces 2 bras de mer qui longent le banc d'Arguin.
assez organisé pour que les bateaux puissent vraiment suivre des chenaux et éviter les bancs de sable. Donc là, on est dans une zone de turbulence, là. Petite vague sur le banc de sable, parce que la marée remonte. Donc là, on a une côte de sable un peu exceptionnelle. Et on commence à voir les différentes hauteurs d'eau en fonction des horaires de marée. Là, c'est des lumières, certains appellent ça ici la magie du bassin. Ces lumières vraiment fortes, vives, qui peuvent virer du vert, du gris, du bleu. Le kayak longe le banc d'Arguin, classé réserve naturelle nationale depuis 1972. Une partie du site est une zone de protection intégrale pour préserver la tranquillité des oiseaux qui viennent s'y reposer. Mais le reste du banc d'Arguin est accessible au public. Après 3 jours de navigation, Frédéric a enfin atteint son but. C'est la fin d'un chemin d'eau. C'est un chemin aussi intérieur, finalement, de prendre conscience de la nature qui nous accueille. La nature en Gironde est plutôt généreuse. Entre le sable, l'eau et la forêt, c'est les trois couleurs de la Gironde, ce vert, ce jaune et ce bleu. C'est un lieu qu'on a envie de conserver.